Bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir Madiambal Diagne, président de l'Union internationale de la presse francophone, l'UPF, qui tient ses 50e assises au Sénégal du 9 au 11 janvier 2024 sur le thème Médias, paix et sécurité. L'ouverture a été présidée par le chef de l'État, Macky Sall, que nous écoutons à ce propos. Réfugiés, intellectuels, artistes, hommes d'État, journalistes, tous trouvent ici un accueil fraternel et protecteur. Au-delà du français que nous avons en partage, si vous avez choisi de vous réunir à nouveau ici à Dakar, c'est bien parce que le Sénégal est une terre de paix et de liberté. Chère à la presse parce que condition sine qua non de l'exercice de votre métier. L'état du monde, exténué par la guerre et la violence sous toutes ses formes, met en lumière la pertinence des sujets dont vous comptez débattre en travaux d'atelier, notamment la place et le rôle des médias en temps de guerre. Les médias face à la désinformation et à la manipulation, la paix et la sécurité à l'heure des réseaux sociaux, la liberté de la presse et la responsabilité. En même temps qu'il touche à l'éthique et à la déontologie de votre métier, ces sujets renseignent sur les défis auxquels fait face aujourd'hui le monde médiatique. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes le président de l'Union internationale de la presse francophone. Vous venez d'entendre le chef de l'État qui met en relation la liberté et les conditions de son exercice. Autrement dit, selon lui, il faut un espace public apte à recevoir une telle exigence, jure de sa liberté sans entraver celle des autres. Un principe qui met plus que jamais la presse au cœur d'une responsabilité sociétale tout court. Je vous remercie pour cette invitation, mais permettez-moi d'abord de saluer cette déclaration du président, mais le fait qu'il nous ait gratifié d'un honneur de présider l'ouverture de nos assises. Il a rehaussé ses assises de sa présence et il nous a prodigué une allocution, une intervention, source d'enseignement et surtout qui a permis aux journalistes de mieux mesurer les enjeux et l'intérêt de la problématique qui nous réunit. Ouais. C'était vraiment un grand moment de communion, de discussion et d'échange entre le président de la République et les journalistes. Mais aussi, je crois que hier, on a pu assister à un phénomène extraordinaire. C'est comme si une barrière était tombée, ou bien peut-être les retenues s'étaient relâchées. Nous avons vu le président de la République très à l'aise, en sortant, communier avec des centaines de journalistes venus de partout à travers le monde, qui chacun a voulu faire un selfie avec lui, chacun a voulu le saluer, chacun a voulu s'identifier à lui ou se présenter à lui, ou bien lui prodiguer des des conseils. Un satisfecit. Je crois que c'était un fort moment de communication et je tiens vraiment à remercier le président de la République et à saluer ces instants. Autrement dit, pour vous, c'est un démenti à tous ceux qui pensaient peut-être que la liberté de la presse était anéantie au Sénégal tout simplement. Ceux qui sont venus vers le président, c'est pour la plupart des journalistes. Ah mais non, nous, c'est une rencontre de journalistes. Ils sont 200 à venir du monde entier. Ils sont 200 à venir de 43 pays. Ils sont 200 à avoir une préoccupation de s'intéresser aux médias sénégalais, à la société sénégalaise, à la politique sénégalaise, à la vie publique sénégalaise. Quand on a ouvert l'inscription à ces assises, nous avons noté un engouement extraordinaire parce qu'il s'agissait du Sénégal. Les gens voulaient découvrir le Sénégal, qu'ils avaient découvert certainement en 2014, qu'ils connaissaient bien avant, parce qu'en 2014, je le rappelle, nous avions tenu ici ces assises présidées effectivement par le président Macky Sall. Mais il y avait une curiosité à venir au Sénégal et voir sur le terrain ce qu'est ce Sénégal. Parce qu'on a beaucoup parlé du Sénégal ces dernières années. Ouais. Or, on a pu observer hier un phénomène à la limite ubiesque que des journalistes de grands médias, qui peut-être parfois n'ont pas été tendres dans le traitement de l'information, parce que peut-être ils n'avaient peut-être pas toutes les clés, ou tous les canaux, ou toutes les bonnes informations, sans doute, ont pu hier exprimer un autre sentiment, une autre perception de la personnalité du président Macky Sall, mais aussi de ce qu'on peut appeler le système démocratique au Sénégal et la question fondamentale de la liberté des médias. Et le choix de tenir ces assises au Sénégal a pu être révélateur
d'une onction donnée par l'UPF et par les médias internationaux sur le système démocratique et la liberté de presse au Sénégal. On reviendra sur cet aspect-là, mais si on touche les questions de fond, le président a beaucoup parlé de liberté, en parlant des conditions de son exercice dans l'espace public. Je l'ai dit tantôt, il a mis la presse devant ses responsabilités sociétales. Il y a un principe général qui est accepté par tout le monde, c'est que dans un système démocratique, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et votre liberté ne doit pas être une liberté abusive qui vous permet de compromettre la liberté ou la paix ou la quiétude ou la sécurité des autres. Le journaliste a donc cette responsabilité sociétale, il a cette responsabilité personnelle, cette responsabilité professionnelle de ne pas, par le traitement de l'information, provoquer des situations de crise, les envenimer ou à la limite être un facteur de faiseur de désordre ou de faiseur d'insécurité ou de faiseur d'absence de quiétude ou de paix. Et c'est justement la problématique qui est intéressante. Nous, en choisissant le thème médias, paix et sécurité, on a voulu interpeller les journalistes par rapport à leurs responsabilités sur ces questions-là. Et les journalistes, ils sont les premiers ou bien ceux qui devaient être les plus enclins à rechercher la paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, c'est les premières victimes. Ils sont les boucs émissaires désignés. Ils sont toujours victimes des conflits, des situations de tension de tous ordres, qu'ils soient des tensions d'ordre politique ou de divers ordres. La première cible ou les premières victimes, c'est les journalistes. Et nous avons pu, par exemple, constater qu'en l'année 2023, par exemple, plus de 150 journalistes ont été tués dans le monde, dans les zones de crise. Aujourd'hui, plus que jamais, entre Israël et Gaza, ils sont encore des cibles, hein, les journalistes. Entre Israël et Gaza, en Ukraine, en Érythrée, dans le monde, ou bien des cibles de cartels de drogue, ou par exemple de gangs comme en Haïti. Comme hier en Équateur, hein, c'est les studios qui sont pris d'assaut. Hein. Les journalistes pris en otage. C'est vous dire que s'il y a quelqu'un qui doit prêcher la paix, c'est d'abord les journalistes. D'accord. Et pour le choix du Sénégal, vous l'avez dit tantôt, le pays a été accablé, mais quel est l'état de la situation de la presse au Sénégal aujourd'hui selon vous? Bon, la situation de la presse au Sénégal, je crois qu'elle est dans une situation qu'on peut considérer comme tout à fait normale, une situation qui répond au système démocratique sénégalais. Et le Sénégal avait été accablé. Pourquoi le Sénégal avait été accablé? Parce qu'il y avait des personnes qui ne faisaient pas du journalisme. C'est ça aussi, il faut parfois les gens acceptent de le dire. Le journalisme prohibe et continuera de prohiber le comportement ou les faits et dires qui avaient été source de discorde au Sénégal. Ce qu'on a observé au Sénégal, le Sénégal n'était pas habitué à cela. Que les journalistes puissent se mettre devant une caméra de télévision ou devant un micro ou prendre leur plume pour susciter l'attention ou bien pour encourager les gens à aller attaquer des personnes privées ou bien à aller attaquer des forces de sécurité, ça ne s'est jamais passé dans ce pays. Et effectivement, ça s'est passé entre 2021 et 2023 parce que des gens avaient un objectif qui n'était pas un objectif de journalisme. Et il a fallu le dénoncer, mettre le doigt sur cela. Nous avons pris nos responsabilités pour le faire. Nous l'avons fait en toute responsabilité et en, disons, donnant des informations et des faits précis que personne ne peut réfuter. Personne dans ce pays ne peut venir nous dire que ce qui a été une action systématique de certains personnels de médias, hommes et femmes de certaines catégories de médias, ne répondent pas aux critères, aux règles journalistiques. Et pourquoi voulez-vous qu'on ferme les yeux devant cela? Il faut le dénoncer pour que ça ne se passe plus jamais. Et c'est la responsabilité d'une organisation comme UPF. En tout cas, à ma posture de président international de l'UPF, moi je veillerai sur ces standards professionnels et sur ces qualités-là. Les règles professionnelles, il faut qu'on les respecte de façon scrupuleuse. Il n'y a pas de compromis à faire de ce point de vue-là. Et nous devons être les premiers, nous journalistes, à dénoncer des comportements qui sont aux antipodes des règles professionnelles. C'est ça que je suis, par exemple, le choix de Dakar pour tenir pour sa quatrième fois ces assises. Je rappelle que les premiers assises se sont tenus en 1962, si je ne m'abuse. Exact. L'UPF est habitué à Dakar, parce que Dakar, c'est une terre de francophonie. Dakar aussi une terre de liberté, une terre de liberté de la presse, une terre aussi d'ouverture. Je vous ai dit tantôt, quand il était question d'organiser les assises à Dakar, mais tout le monde a voulu s'inscrire. On avait choisi dans un point d'organiser ces assises dans un pays autre qui n'avait pas suscité autant d'engouement. Mais quand la situation politique dans ce pays-là, et pour ne pas faire dans la langue de bois, on avait choisi de faire ça au Niger, au moment où il y avait un régime démocratique au Niger, respectueux des libertés, respectueux des droits de la presse. Mais quand on s'est rendu compte qu'il y avait un putsch militaire qui
ne respectaient plus les droits de la presse, qui ne garantissaient plus les questions de sécurité et de liberté pour les journalistes, nous avons décidé de ne plus le faire au Niger. Maintenant, il fallait trouver un pays pour le faire. Le Sénégal répond à nos critères et à nos standards d'un pays démocratique, d'un pays ouvert, d'un pays où la presse peut s'exprimer. Parce que nous, et pourtant, au Sénégal, d'aucuns estiment que la liberté de la presse, elle est charcutée aussi. Par moments, on a vu des journalistes emprisonnés. Il n'y a pas... Mais il y a eu des journalistes emprisonnés et j'ai fait dans mon intervention d'hier pourquoi les gens avaient été emprisonnés. Les organisations de défense des droits de l'homme qui s'étaient prononcées sur ces questions-là ont été à nos assises hier. On leur a dit, vous vous êtes prononcés, c'est votre responsabilité. Mais vous êtes prononcés sur des faits. Donc on reconnaît qu'ils s'étaient prononcés en méconnaissance de cause. Ça fait amende honorable. Ben justement, parce que quand on comprend une situation dans laquelle on s'est rendu floué, et qu'on ait l'humilité de reconnaître qu'on n'avait pas toutes les bonnes informations et qu'on se dise on n'aurait pas dû faire une telle déclaration, on n'aurait pas dû faire une telle déclaration, je crois que la messe, elle est dite. Donc de ce point de vue-là, je crois que le Sénégal offre toutes les garanties pour une liberté de la presse, toutes les garanties pour une liberté de la presse. Personne ne peut nier le contraire. Mais dans la pratique de l'exercice, est-ce que c'est forcément... blanc comme vous le dites? Non, on ne cherche pas à peindre en blanc ou en noir. Moi, ce que je veux, c'est dire les faits. Moi, si on me dit, par exemple, que la liberté de la paix est menacée au Sénégal, où il y a une entrave, qu'on me dise en quoi? Et on en discute. Mais je ne veux pas qu'on donne des clichés, ou bien qu'on parle de ressenti, ou qu'on fonde son opinion sur ce que dit un autre. Moi, je veux être factuel. Ce que je dis, c'est qu'il y a des journalistes qui ont été arrêtés au Sénégal à un moment pour des raisons précises. Et j'ai dit à 200 journalistes qui sont venus de 43 pays, des pays européens, africains, asiatiques, américains et des Caraïbes, je leur ai dit, est-ce qu'une telle déclaration, dans vos pays, vous pouvez le faire? Ils me disent non. Et je leur dis que si vous le faites dans le pays, vous risquez d'aller en prison. Ils l'ont reconnu. Pourquoi dans ces pays-là, qui ne sont pas moins démocrates que le Sénégal ou plus démocratiques que le Sénégal, les gens qui le font vont en prison et ceux qui le font au Sénégal ne sont pas poursuivis par la justice? Moi, je ne peux pas le comprendre. Parce qu'il ne faut pas accepter aussi qu'on veuille mettre dans la tête des gens, et ce n'est même pas l'intérêt des journalistes, qu'on veuille nous donner une catégorie, faire de nous une catégorie particulière ou bien une catégorie qui ne répond pas aux lois et aux règles au-dessus des lois, des normes. Ce n'est pas de notre intérêt. Il faut qu'on soit responsable dans ce que nous faisons. Chacun pose des actes. Quand un médecin fait une faute professionnelle, il est poursuivi. Quand un conducteur de voiture fait une faute professionnelle, il est poursuivi. Oui, mais parce qu'il y a des textes qui encadrent ces métiers-là. Mais vous venez aujourd'hui dans la pratique de la presse au Sénégal, mais est-ce que les textes sont appliqués? Les textes sont appliqués. Quand un journaliste appelle à l'émeute, c'est un citoyen qui appelle à l'insurrection. Mais on n'entend pas les organismes de presse dénoncer, par exemple, ces appels à l'émeute, par exemple. Il y en a qui l'ont dénoncé. Il y en a qui se sont tus par scrupule ou pour leur propre raison ou même parfois par hypocrisie. Mais personne ne s'est levé au Sénégal. Vous êtes au Sénégal, je suis au Sénégal. Personne ne s'est levé pour défendre ce que les gens ont fait pour aller en prison. Personne n'a osé le dire. Personne n'a jamais dit qu'on a injustement emprisonné un journaliste parce que la raison pour laquelle on l'a emprisonné n'est pas normale. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Donc, quand, par exemple, des situations comme ça se sont posées, les gens qui n'ont pas pu applaudir à une arrestation de journalistes se sont tus. C'est vous, c'est moi, c'est d'autres. Même si, par ailleurs, à titre humanitaire, certains parmi nous ont essayé à décrisper des situations, nous l'avons fait, mais on s'est interdit de condamner l'État ou la justice d'avoir emprisonné ces journalistes pour les faits pour lesquels ils ont été poursuivis. Ça aussi, c'est une question de responsabilité individuelle et personnelle. Mais dans tout ça, l'État, où est l'État qui doit légiférer, qui doit encadrer tout ça? On est à l'ère des réseaux sociaux, le chef de l'État l'a dit, et on voit aujourd'hui tout le tort que cela fait à la pratique journalistique de manière générale. Bon, c'est tout un tort, parce que aussi, il va de questions de sécurité nationale, et c'est le thème de notre discussion. Absolument. Vous avez votre smartphone, vous vous permettez d'envoyer une information au public pour dire des contre-vérités, jeter de l'huile sur le feu en donnant des mots d'ordre à des gens pour aller attaquer des domiciles de privés ou attaquer des personnes, attaquer des institutions de la République. Mais dans n'importe quel pays au monde, cher ami, où ça se fait, la justice agit et prend ses responsabilités. C'est une question d'ordre public. Il faut bien qu'on l'accepte. Donc ce n'est pas parce qu'on veut exercer un droit à la liberté d'expression que cette liberté d'expression puisse vous permettre de le faire
Mais les gens qui ont été poursuivis aux États-Unis pour l'attaque du Capitole, qui ont échangé des messages, qui ont été attrapés plusieurs jours ou plusieurs mois après, sur la base d'enquêtes ouvertes. C'est pas, ils ont pensé utiliser une liberté d'expression. On voit même un candidat, Donald Trump, disqualifié dans certains États. Justement, pourquoi alors nous voulons permettre dans notre pays ce que les plus grandes démocraties au monde ne peuvent pas permettre. Donc voilà la. Mais qu'est-ce qu'il y a à mettre en cause ici? C'est un trop-plein de démocratie, c'est un laisser-aller, c'est quoi? C'est trop de liberté, c'est finalement quoi? Bon, il n'y a jamais trop de démocratie. Il faut toujours une démocratie responsable, mais aussi des acteurs responsables, mais aussi des acteurs conscients des enjeux et des actes qu'ils posent. Et ces acteurs-là, la presse en est un. Ah ben justement, c'est pour ça que nous, chez UPF, on a pris la responsabilité de poser le débat au sein des médias. Il faut, parce que on ne peut pas, nous, journalistes, essayer de donner la leçon aux autres sans nous donner la leçon à nous-mêmes, sans nous regarder dans un miroir et dire quelle est notre responsabilité dans cela. Parce que partout où ça a brûlé, partout les pays où ça a brûlé, la presse y a joué un grand rôle. Absolument. On parle aujourd'hui du 30e anniversaire du génocide du Rwanda. Quel était le rôle de la presse? C'est la presse qui a envenimé cette situation-là. Radio Mille Collines. Radio Mille Collines, entre autres médias, qui avaient été des médias propagateurs de la tension ou de l'adversité ou même de la tuerie. Souvenez-vous, en 1989, quand il y a eu le contentieux frontalier entre le Sénégal et la Mauritanie, quel était le rôle de certains médias? On a jeté de l'huile sur le feu. Le 21 mars aussi, on a vu des 21 mars, on a vu. C'est valable au Sénégal comme ailleurs. Il faut qu'on interpelle la conscience des journalistes sur ces enjeux-là. Et ces journalistes, ils sont toujours premières victimes, mais aussi ils sont parfois l'allumette qui met le feu à des situations. Vous avez reçu plus de 200 journalistes qui viennent de par le monde. Mais est-ce que la presse nationale a répondu à votre appel? Ah oui, mais regardez les images que vous avez passées sur l'extrait du président de la République. Vous avez vu toutes les grandes plumes ou tous les grands journalistes des médias sénégalais en activité ou qui sont à la retraite ont tenu à être là parce que l'enjeu était important, l'événement était important et c'est vraiment un motif de satisfaction parce que toutes les rédactions du Sénégal ont été là. L'UPF Sénégal, par exemple, il y a 10 ans, comptait à peine 10 membres actifs. Cette année, il y a plus de 100 membres actifs de l'UPF Sénégal. Et cet événement-là a provoqué un regain d'intérêt. De nouvelles demandes d'adhésion ont été formulées. Donc, c'est vous dire simplement, peut-être qu'il n'y avait pas, l'information n'avait peut-être pas circulé, qu'il y avait une méconnaissance des enjeux, une méconnaissance aussi de l'envergure, de l'importance de cet événement, ou même de la structure. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire, vous allez en France, des journalistes français refusent de prendre la carte nationale de la presse française pour la préférer à celle de l'UPF. Parce que l'UPF, la carte est internationale. Et vous donne des droits que la carte nationale ne vous donne pas. Comme par exemple, vous exercez dans déjà, tous les par pays exemple, déjà, tout pays membre de l'UPF, ou bien tout pays membre de notre réseau, donne le droit à ce journaliste d'exercer sur la base de la carte de l'UPF. La carte nationale de la presse du Sénégal ne permet pas de vous d'aller avoir les mêmes... Peut-être vous pouvez officier en tant que journaliste. Vous risquez d'être un concurrent à la carte nationale. Non, ce n'est pas de la concurrence. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Pas ça l'objectif. Parce que l'UPF ne concurrence pas le Sénégal ou la France. C'est une institution qui a ses règles, qui a ses critères et qui a aussi son aura et sa crédibilité. Et justement, si par exemple aujourd'hui, vous vous présentez... Je vais vous dire, par exemple... Il y a eu des gens qui voyageaient, par exemple, pour venir aux assises de Dakar. Dans certains aéroports internationaux, il y a eu, par exemple, des tracasseries policières, mais il a fallu montrer la carte de l'UPF. Parce que cette carte de l'UPF, elle confère quelques privilèges. Et ces privilèges-là sont reconnus par les services de police, des services des frontières. Et donc, ça ne vous donne pas un laisser-aller, je veux dire, hein, mais ça donne une considération ou une respectabilité ou, par exemple, au moins un égard. Et c'est important. Et les membres de l'UPF en sont conscients. Ouais. Et que fait l'UPF aux côtés des États pour quand même encadrer les espaces d'exercice de ce métier de journaliste, que ce soit au Sénégal, au Mali ou partout ailleurs dans le monde? Bon, l'UPF fait des efforts de collaboration, de concertation, d'échange avec pas seulement avec les États, mais avec les écoles de formation. Par exemple, je vous donne un exemple. Ah, c'est le besoin de formation, il est présent. Justement, le besoin de formation est là. Ces assises de Dakar, par exemple, nous avons pris un groupe
des écoles de formation au Sénégal, que ce soit le CESTI, que ce soit ECHICOM, avec un partenariat avec l'école supérieure de journalisme de Lille, pour par exemple prendre des groupes d'étudiants, leur faire un journal des assises et leur permettre de participer à nos débats pour s'imprégner des enjeux de leur métier. C'est important. Deuxième chose, il est apparu par exemple aujourd'hui, nous avons fait un panel de très haut niveau sur la question de la sécurité alimentaire par exemple. Qui a pris part à ce panel? C'est le FIDA, c'est la FAO, c'est l'Office chérifien des phosphates, c'est par exemple le secteur privé africain dans le domaine de l'agriculture, c'est par exemple autour d'un expert comme l'ancien ministre de l'Agriculture du Sénégal, Pape Abdoulaye Seck. Et quelle est la conclusion? Les gens ont perçu la nécessité de travailler davantage la question de la sécurité alimentaire qui impacte sur la paix globale dans le monde, mais sur la paix dans les régions du monde, et même sur la paix intérieure dans les pays. Et donc, l'offre de formation s'est présentée immédiatement. Ces organisations ont dit, mais écoutez, nous sommes disposés dans un partenariat développer une synergie pour former des journalistes sur des problématiques comme ça. C'est vous dire, voilà un peu. C'était une idée qui n'était pas préconçue, mais qui est sortie de nos échanges, parce que les échanges ont apporté quelque chose qui permet de prendre une initiative, de développer des projets. Voilà à quoi sert une organisation comme la nôtre. Est-ce qu'on peut espérer qu'à la faveur de ça, par exemple, qu'on puisse avoir aussi des sessions de formation sur le pétrole, puisque ça, c'est de nouvelles opportunités, il faudra former les gens, former la société de manière générale, et la presse doit plus que jamais jouer un rôle important dans... Mais absolument. Vous voyez, par exemple, au mois de cette année, nous sommes en discussion avec le gouvernement du Rwanda. Pour faire quoi? Le 30e anniversaire, par exemple, du génocide du Rwanda, nous devons faire quelque chose sur la problématique du génocide avec le gouvernement rwandais. C'est distiller une information, distiller une sensibilisation et participer à l'effort de construction nationale, mais de construction des esprits. C'est toute la consolidation de la paix. Hein, et de nous avons, par exemple, et pour vous dire, nous devons au mois d'avril, par exemple, en Roumanie, développer un symposium justement sur les questions d'enjeux de commerce intra-européen et entre les pays de l'Europe et les pays, par exemple, des Balkans. C'est vous dire simplement que dans chaque région du monde, il y a parfois des préoccupations spécifiques. Sur les questions environnementales, par exemple, nous avons fait un symposium à Monaco sur les questions d'environnement à la suite, par exemple, de la COP21 de Paris. Nous en avons fait pour le secteur africain. Donc, nous identifions des problématiques importantes pour la presse. Et nous pensons que l'apport que l'UPF peut faire à ses membres, et aux non-membres aussi, il faut le dire, c'est de leur permettre d'accéder à cette information, d'accéder à l'expertise. Et on les met en condition de pouvoir faire un partage d'expérience en invitant des experts, des spécialistes de ces questions-là, mais aussi en travaillant en synergie avec les États pour voir comment une organisation comme la nôtre peut participer à disséminer l'information et à capaciter de façon générale les journalistes. Dans ce cadre-là de la dissémination, de la distribution de la bonne information pour les sociétés de manière générale, il y a le Mali qui est là, conflit malien, au Burkina, où c'est des régimes exceptionnels, des régimes d'exception, qui font face quand même à des médias puissants internationaux. Il n'y a pas forcément la bonne information qui vient de ces médias-là, mais que faites-vous, par exemple, pour ces peuples, pour ces pays qui forcément sont de la francophonie, sont membres et qui sont face à des puissances médiatiques qui compromettent le cohésion nationale? Vous avez touché une question importante. Aujourd'hui, par exemple, nous avons une réunion du comité international de l'UPF. Nous veillons à la sécurité des membres de l'UPF. Nous avons pu aider des journalistes qui étaient en pointe pour les combats de liberté et de démocratie dans des pays comme que vous venez de citer, pour les exfiltrer pour aller dans d'autres pays. C'est une préoccupation de l'organisation. Mais nous ne devons pas nous en arrêter là. Nous devons faire une déclaration forte et audible pour que ces gouvernements, qui sont des gouvernements prédateurs de la liberté de la presse, sachent raison garder. Nous ne pouvons pas accepter que n'importe qui a des baïonnettes ou qui a des canons peut venir non seulement prendre un pays, mettre à sac, s'asseoir sur les systèmes démocratiques et piétiner les médias et les menacer. Nous le refusons. Mais si ces régimes satisfont les peuples qui les acceptent. Mais en quoi ces peuples sont satisfaits? Oui, mais les Maliens, ils sont contents. Non, mais vous le dites. Vous êtes contents de leur... Vous savez, vous mesurez bien ce que vous dites. Entre ce que la propagande d'un régime au Mali puisse vous dire et la réalité des populations, c'est totalement différent.
faut pas se tromper en voyant quelques deux pelés, trois tondus, brandir des drapeaux russes et des drapeaux maliens pour vendre leur patriotisme. On a vu ces manifestations monstres quand même au Mali. Non, je vais vous dire une chose, ces manifestations sont organisées. Ces manifestations sont organisées par une propagande. Mais aujourd'hui, je vous dis, chers amis, nous sommes en contact avec des confrères et des consoeurs du Mali, du Burkina, du Niger et d'autres pays qui sont dans cette dramatique. Mais les populations vivent le martyre. C'est ça la réalité. Et la presse... Mais cette réalité-là, mais justement, c'est que ces régimes dont on parle ont réussi tellement à essayer de donner l'impression d'être des gens indépendants ou des gens souverains que personne n'ose, par exemple, dire la réalité. Et que les médias, par exemple, qui avaient l'habitude de dire ces choses-là, se les interdisent parce que quand on parle, par exemple, du Mali ou du Burkina, on va dire, écoutez, c'est la propagande contre ces régimes. Mais les Maliens n'ont pas aspiré à une dictature. Les Maliens ou les Burkinabés ou les Nigériens n'ont jamais aspiré à une dictature et méritent mieux qu'une dictature. Et les Sénégalais, par exemple, aujourd'hui, qui applaudissent ces putschs-là, mais je leur ai dit, et ils le reconnaissent, ils ne le font plus d'ailleurs. Ils ont vu les travers et les méfaits. Non, pour vous, ils ne le souhaitent pas dans leur pays. Ils ont le soutien de beaucoup d'Africains, de toute façon. Non, mais c'est facile d'avoir le soutien de beaucoup d'Africains quand on remet en cause la puissance coloniale, par exemple, ou bien le phénomène du dégagisme amplifié par les réseaux sociaux ou par cette démagogie. Il y a du populisme, ou le populisme qui est amplifié par les médias. C'est le populisme amplifié par les médias, mais le vécu des populations. Je vous assure que ces populations-là aspirent à mieux que ce qu'elles vivent. D'accord. Madame Adjani, on est à la fin de cette émission, mais je ne vous laisserai pas sans sans parler de cet ouvrage-là que vous avez publié récemment sur Amadouba, La dernière marche. Oui. Pourquoi La dernière marche? Bon, écoutez, c'est, disons, un titre peut-être qui peut être accrocheur parce que vous vous arrêtez sur ça. Oui. C'est donc l'objectif. Ouais. Amadouba, c'est quelqu'un qui a fait un parcours politique, un parcours de fonctionnaire, qui aujourd'hui est aspirant à la présidence de la République, qui est un candidat officiellement déclaré, et qui aujourd'hui, s'il franchit cette étape-là, c'est la dernière marche. Et quelque part, on dit que c'est toujours la dernière marche qui apparaît la plus haute dans la vie d'un homme. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre-là qu'on ne connaît pas de cet homme? Beaucoup de choses sur son parcours, sur ses résultats, ses réussites et ses échecs, sur presque ses projets et ses ambitions pour le Sénégal. J'ai eu l'avantage de discuter avec des gens qui l'ont pratiqué, ses collaborateurs. J'ai eu l'avantage d'avoir discuté avec des gens qui l'ont eu sous ses ordres, sous leurs ordres du moins. J'ai eu à discuter avec des autorités politiques. J'ai eu à discuter avec l'homme. J'ai pu discuter un peu avec les équipes qui ont travaillé avec lui pour élaborer son programme. J'ai pu aussi avoir mon analyse personnelle et ma connaissance personnelle de certains enjeux ou de certaines questions. Tout cela, c'est dans ce livre-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je suis très content de l'accueil que le public a eu pour ce livre, comme pour d'autres qui avaient été publiés. Et je pense que c'est aussi à cela qu'il faut encourager les journalistes à pouvoir écrire pour l'histoire, à pouvoir témoigner. Parce que si nous tous, chacun a une part de vérité, a une part d'information, qu'il garde pour lui-même, je pense que ça n'éclaire pas l'opinion publique et surtout il faut qu'on prenne la responsabilité de faire une publication et de livrer la publication au public, à la critique du public. Moi, ce qui me rassure dans tout cela, c'est que jamais personne n'a pu élever une voix pour contredire ou démentir une information ou une analyse portée dans ce livre-là. Pour moi, c'est un gage de satisfaction, c'est un gage de sérieux et de rigueur qui a entouré l'élaboration de ce livre. Parce que vous êtes au cœur, dans le secret des dieux de la République. Vous avez écrit sur le président récemment, vous faites sur Amadouba. Pourquoi vous décidez de vous mettre comme ça dans les limites de la République pour écrire sur ces hommes? Un journaliste doit avoir ses entrées, doit avoir ses relations. Moi, je suis dans le livre dont vous parlez, tous ces livres. Mais c'est les gens qui sont au pouvoir comme les gens qui sont dans l'opposition. Je parle de tout le monde parce que j'ai le même rapport que j'ai avec les gens du pouvoir que j'ai avec l'opposition. Un rapport de vérité, de franchise, d'objectivité et de respect mutuel. Parce que ces gens qui sont dans l'opposition, mais qui le pratiquent, je les cite dans les ouvrages, mais ils viennent me voir, je discute avec eux. Je n'ai pas de sens interdit, moi. Je parle à tout le monde parce que les gens ont intérêt aussi à parler à moi. Moi, comme j'ai intérêt à leur parler. Je suis un homme ouvert, un homme du public qui suit un Sénégalais qui aspire au mieux-être dans ce pays-là et qui veut le meilleur pour mon pays. Et qui défend l'État. Mais qui défend la République. Je ne défends pas l'État, je défends la République. Et sur ça, s'il faut être un intégriste de la République, je le serai et je l'assumerai. Je n'accepte pas qu'on puisse... Parce que moi, si je suis devenu ce que je suis, grâce à Dieu, c'est grâce aussi à la République.
Sans la République, je ne serais pas à l'école. Sans la République, peut-être j'aurais pris le chemin de travers. Ouais. Mais c'est la République qui m'a permis d'aller à l'école. C'est la République qui m'a permis d'être un citoyen. Et au-delà de cela, il y va de mon intérêt, de ma sécurité, de celle de ma famille, et de mes proches, et de l'ensemble de mes concitoyens. C'est la République qui nous permet d'être en situation de quiétude. Si aujourd'hui, moi, je peux dormir tranquillement chez moi, c'est parce qu'il y a un policier, il y a un gendarme, il y a un militaire qui passe la nuit dehors pour veiller sur ma sécurité à moi. Celui-là, je lui dois reconnaissance. La République lui doit respect. Si aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas venir s'en prendre à mes biens, s'en prendre à mes droits, c'est parce qu'il y a la République qui est là pour tout le monde. Et cela, c'est un patrimoine que nous devons protéger et sur lequel nous devons veiller. Et il n'est pas acceptable que pour une raison quelconque, que cette République-là soit détricotée. Et mieux que cette République, mais notre système démocratique qui a fait notre fierté et nos valeurs, ce système démocratique doit être protégé et doit être promu. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'on puisse... Je peux être quelqu'un de clivant. Non, je ne suis pas clivant, je suis tranché. Je suis tranché dans le sens où je ne pardonne rien aux ennemis de la République. Et je les dénonce. Et je les dénonce factuellement et de façon précise et frontalement. Moi, je n'ai pas peur d'être... je ne cherche pas à être aimé. Je n'ai pas peur aussi d'être haï. Pourvu simplement que je sois droit dans mes bottes. Pourvu simplement que quand j'avance un argument, quand j'avance un propos, que ce soit pas jamais démenti. Qu'on ne puisse pas me dire que je raconte des balivernes. Qu'on ne puisse pas me dire que j'invente des situations. Moi, ce que je dis, c'est argumenté, c'est documenté, c'est factuel. Et je l'assume. Je n'ai pas peur d'aller au front. Je n'ai pas peur de recevoir des coups. J'assume parce que c'est aussi ma posture. Quand on est dans l'espace public, il faut accepter de prendre des coups, surtout, mais aussi il faut garder ses convictions. Je n'accepte pas qu'on puisse m'interdire de parler. Je n'accepte pas qu'on puisse exercer une terreur sur moi. Il est arrivé ici que des gens se mettent sous la table parce qu'ils n'osent pas parler. Ce n'est pas parce que simplement ils n'ont pas des raisons de parler, mais c'est parce qu'ils craignent qu'on les attaque, parce qu'ils craignent qu'on les vilipende. Vous ne craignez pas ça? Non, bien au contraire. Merci beaucoup. Mais vos assises, ça se termine demain. Hein? Les conclusions, peut-être Bon, écoutez, les assises se terminent demain, après 3 jours laborieux, mais aussi d'intenses réflexions. Je ne veux pas déflorer les conclusions de ces assises, mais je sais qu'il y a de très fortes résolutions qui sont en cours d'élaboration. Et aujourd'hui, nous avons une réunion du comité international de l'UPF en fin de soirée qui permettra certainement de mieux fixer les orientations pour les mois ou les années à venir. Et c'est cela peut-être aussi qui témoigne, qui dénote de la vitalité d'une organisation. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous avons beaucoup de projets. La France, la mairie de Paris, par exemple, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris nous drague ou nous sollicite pour organiser, par exemple, des assises en France en 2024. Nous y réfléchissons. Je vous ai parlé tantôt d'un projet que nous avons au Rwanda. Je vous ai parlé tantôt d'un projet que nous avons en Roumanie. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une idée qui est sortie en direction des jeunesses africains pour une formation sur les questions de sécurité alimentaire. Les idées sont là. L'agenda est full, quoi. L'agenda est full. On essaie de les prendre en charge du mieux que nous pourrons. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madiama Diagne, président de l'Union internationale de la presse francophone. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.